Il existe des prédateurs qui dominent par la morsure, d'autres par la vitesse, d'autres encore par la ruse, la coordination ou l'embuscade. Mais il existe une autre forme de pouvoir beaucoup plus rare, celle qui vient simplement d'être trop immense, trop lourd, trop haut, trop coûteux à attaquer, trop dangereux à approcher. C'est là qu'entre Argentinosaurus, un sauropode géant du Crétacé, souvent présenté comme l'un des plus grands animaux terrestres ayant jamais existé. Un corps si gigantesque qu'il semble repousser les limites mêmes de ce qu'un vertébré terrestre peut devenir. Et voici déjà le premier grand retournement. Le vrai mystère d'Argentinosaurus n'est pas seulement sa taille, c'est ce que cette taille faisait à son monde. Parce qu'à un certain point, être énorme ne signifie plus seulement survivre mieux. Cela signifie peut-être sortir partiellement de la logique normale prédateur-proie. Comme si l'adulte pleinement développé cessait presque d'être une proie, pour devenir une portion du paysage. Argentinosaurus ouinculensis est un gigantesque titanosaure, un sauropode du Crétacé supérieur découvert en Argentine, dans la province de Neuquén. Comme beaucoup de grands sauropodes, il est connu à partir de restes incomplets, ce qui signifie que sa longueur et sa masse exacte restent des estimations. Mais, malgré cette prudence, une chose ne fait guère de doute. Nous sommes face à un animal d'une taille presque absurde. Les estimations varient selon les auteurs et les reconstructions, mais Argentinosaurus est régulièrement placé parmi les plus grands dinosaures connus et même parmi les plus grands animaux terrestres de toute l'histoire de la planète. Son nom lui-même porte cette démesure, le lézard d'Argentine. Pourtant, la vraie question n'est pas seulement combien mesurait-il. La vraie question est qu'est-ce que cela implique biologiquement lorsqu'un herbivore terrestre devient aussi gigantesque? Car à ce niveau-là, la taille n'est plus un détail de prestige. Elle devient stratégie de survie, coût écologique, architecture du corps et peut-être immunité relative face à la prédation. Pour comprendre Argentinosaurus, il faut d'abord comprendre son monde. La Patagonie du Crétacé n'était pas simplement un endroit où vivaient des dinosaures. C'était un monde où le gigantisme avait atteint des niveaux presque incompréhensibles. Des plaines vastes, des systèmes fluviaux immenses, une végétation suffisamment productive pour soutenir des biomasses de colossales, et toute une communauté d'animaux adaptés à une échelle que notre intuition moderne peine à accepter. Dans un tel univers, la taille n'était pas un accident isolé, elle faisait partie de la logique générale du système. Il fallait un monde très riche pour nourrir un animal comme Argentinosaurus. Mais il fallait aussi un monde où cette taille avait un sens évolutif, et c'est ici que les choses deviennent fascinantes. Un herbivore peut devenir gigantesque pour de nombreuses raisons: digestion, accès à de grandes quantités de végétation, inertie thermique, dissuasion, résistance. Mais au sommet de tout cela, il y a une hypothèse qui frappe l'imagination. Plus vous devenez grand, moins il reste d'ennemis capables de vous attaquer utilement. À un certain point, la taille cesse d'être seulement un avantage. Elle devient presque une frontière entre les catégories du vivant. Le titre « Le géant qui n'avait jamais eu de prédateur » est puissant. Il est mémorable. Il frappe immédiatement. Mais scientifiquement, il faut le manier avec précision. Parce qu'en paléontologie, les absolus simples sont souvent les plus trompeurs. Dire qu'Argentinosaurus n'a jamais eu de prédateur au sens littéral serait trop fort si l'on parle de toute sa vie, de tous les contextes et de tous les individus. Un jeune Argentinosaurus, un individu malade, affaibli, isolé ou encore en croissance, n'entrait probablement pas dans la même catégorie de risque qu'un adulte gigantesque en pleine santé. La formule la plus rigoureuse serait plutôt celle-ci: un Argentinosaurus, adulte pleinement développé, devait être un animal extrêmement difficile, peut-être exceptionnellement rare à prédater. Et même cela change déjà énormément notre façon de penser les écosystèmes, car cela signifie qu'à l'âge adulte, cet animal pouvait approcher une forme de quasi-immunité écologique. Non pas l'invincibilité absolue,
mais quelque chose qui s'en rapproche assez pour transformer tout le rapport entre herbivore et danger. Quand on pense à la défense animale, on imagine souvent des cornes, des griffes, du venin, de la vitesse, du camouflage. Mais la taille est peut-être l'une des défenses les plus radicales qui existent, non pas parce qu'elle rend intouchable par magie, mais parce qu'elle change les calculs du prédateur. Un prédateur attaque quand le gain dépasse le risque. Or, face à un corps comme celui d'Argentinosaurus, le risque exploserait. Une patte seule pouvait devenir une arme involontaire. Un mouvement latéral de la masse corporelle pouvait blesser. Le simple fait de se tenir trop près d'un animal de cette taille pouvait être dangereux. Et plus important encore, pour tuer un tel géant, il ne suffisait pas de le mordre une fois. Il fallait gérer des tonnes de chair, une hauteur énorme, un centre de masse colossal et probablement une endurance passive redoutable. À un certain point, l'herbivore n'a plus besoin d'être agressif pour être dissuasif. Son existence même devient un avertissement. Argentinosaurus n'était pas seulement grand de loin. Il était grand dans chaque conséquence mécanique du mot. Ses membres devaient soutenir une masse gigantesque. Son tronc contenait un système digestif immense, probablement capable de traiter d'énormes volumes de végétation. Son cou lui permettait d'exploiter un vaste volume d'espace alimentaire. Sa queue servait d'équilibre, de contrepoids, peut-être d'outil de dissuasion dans certaines situations. Tout cela signifie qu'on ne parle pas d'un animal simplement allongé. On parle d'un animal dont tout le corps formait une architecture défensive indirecte. Chaque partie augmentait la difficulté de l'attaquer efficacement. Son ventre était haut, sa masse centrale immense, ses membres comme des colonnes. Même sans griffes spectaculaires ni cornes frontales, il possédait quelque chose de tout aussi puissant, une inaccessibilité fonctionnelle. Un grand prédateur peut affronter beaucoup de choses, mais un mur vivant de dizaines de tonnes, c'est autre chose. À ce niveau, la proie commence à ressembler à un problème logistique plus qu'à une cible. Bien sûr, Argentinosaurus ne vivait pas dans un monde sans carnivores, au contraire. Son environnement incluait aussi de très grands théropodes, notamment des carcharodontosauridae géants comme Mapusaurus dans la même grande région patagonienne. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Car si des prédateurs géants existaient, alors la question n'est pas « y avait-il des carnivores ?» La vraie question est « même eux, jusqu'où pouvaient-ils aller face à un adulte complet ?» Un grand théropode est impressionnant, mais il reste lui aussi un organisme soumis au risque. Il peut être blessé, écrasé, épuisé, mutilé. Attaquer un herbivore gigantesque ne relève pas seulement de la force, cela relève du calcul. Et c'est là que l'hypothèse centrale du titre garde toute sa puissance. Ce n'est pas qu'aucun prédateur n'existait dans son monde. C'est que même les plus grands prédateurs de ce monde devaient probablement regarder un Argentinosaurus adulte comme quelque chose d'extraordinairement coûteux à attaquer. Peut-être trop coûteux pour être une cible normale. Il faut insister sur ce point parce qu'il est capital. Argentinosaurus n'est pas né invulnérable. Comme tous les grands animaux, il a dû passer par des phases de croissance où il était beaucoup plus vulnérable. Un jeune titanosaure, même déjà impressionnant pour nos standards, restait très loin de la forteresse vivante qu'était l'adulte. C'est probablement là que les prédateurs trouvaient la vraie fenêtre. Pas dans l'attaque régulière contre le plus grand individu du troupeau, mais dans l'exploitation des petits, des jeunes, peut-être des individus affaiblis. Et cela change profondément le sens du titre. Le géant sans prédateur n'est pas une espèce miraculeuse hors des chaînes alimentaires. C'est un animal qui, en atteignant la pleine maturité, pouvait sortir presque complètement de la catégorie des proies habituelles. Autrement dit, la victoire écologique d'Argentinosaurus ne se jouait pas seulement dans sa naissance. Elle se jouait dans sa croissance. Survivre assez longtemps pour devenir immense, c'était peut-être atteindre une autre classe d'existence.
La situation devient encore plus vertigineuse si l'on imagine, avec prudence, que ces grands titanosaures vivaient au moins parfois en groupe ou avec une certaine structure sociale. Même sans entrer dans des certitudes excessives, la simple présence de plusieurs géants ensemble change l'équation. Un adulte isolé est déjà un cauchemar à attaquer. Plusieurs adultes, avec des jeunes potentiellement au milieu, deviennent presque une muraille mobile. Chaque pas soulève la terre. Chaque mouvement du groupe augmente le danger pour l'agresseur. Le prédateur ne fait plus face à un seul corps, mais à une masse collective, à des angles morts, à des trajectoires impossibles à contrôler. C'est ici que la taille cesse d'être seulement individuelle. Elle devient paysage. Et quand la proie devient paysage, le prédateur change lui aussi de comportement. Il ne pense plus en duel. Il pense en opportunité, en faiblesse périphérique, en erreur de la marge. Cela renforce encore l'idée qu'Argentinosaurus adulte, surtout dans un contexte social, n'était pas une proie ordinaire mais un événement écologique à lui seul. Dans les récits populaires, on imagine souvent que le prédateur attaque automatiquement la proie la plus spectaculaire disponible. Mais la nature réelle fonctionne autrement. Le grand principe n'est pas « peut-on la tuer ?» Le grand principe est plutôt « vaut-il la peine de tenter ?» Et c'est là qu'Argentinosaurus devient fascinant. Même si, dans des circonstances exceptionnelles, un très grand prédateur ou plusieurs individus pouvaient théoriquement blesser gravement un titanosaure, cela ne signifie pas qu'ils le faisaient barrando souvent. La chasse est un calcul économique de survie. Une proie géante peut contenir énormément d'énergie, mais aussi exiger un coût physique et un risque si élevé qu'elle cesse d'être rationnelle comme cible régulière. Autrement dit, ne pas avoir de prédateur normal ne signifie pas être impossible à tuer dans l'absolu. Cela signifie être tellement coûteux à attaquer que l'écosystème choisit presque toujours d'autres options avant vous. Et cette nuance change tout. Elle rend le titre plus fort, pas moins. Il y a peut-être peu de privilèges plus radicaux dans l'histoire naturelle que celui-ci, devenir trop cher pour être mangé. Non pas parce qu'on est toxique, non pas parce qu'on se cache, mais parce que votre corps entier est une dissuasion économique vivante. C'est peut-être ce qu'Argentinosaurus représentait à l'âge adulte. Une sorte de géant qui, par sa seule masse, déplaçait le risque du côté du prédateur. Un animal dont la meilleure défense n'était pas l'agressivité permanente, mais la transformation de toute rencontre en pari disproportionnée pour l'attaquant. Et cela est profondément troublant, parce que cela ressemble presque à une sortie partielle du cycle ordinaire de la peur animale. La plupart des herbivores vivent sous pression constante. Argentinosaurus, adulte, a peut-être vécu sous une pression très différente, celle de devoir simplement survivre assez longtemps pour atteindre le seuil où le monde renonce presque à vous chasser. Bien sûr, cette quasi-immunité n'était pas gratuite. Rien ne l'est en évolution. Devenir aussi immense impose des coûts gigantesques. Il faut manger énormément. Il faut soutenir une masse incroyable. Il faut grandir longtemps. Il faut survivre à une jeunesse vulnérable. Il faut que l'environnement fournisse assez de végétation, assez d'espace, assez de stabilité. C'est ce qui rend Argentinosaurus encore plus intéressant. Son absence probable de prédateurs réguliers à l'âge adulte n'est pas un don magique. C'est le résultat d'un investissement biologique démesuré. L'animal paie sa sécurité par la taille. Et il paie sa taille par une dépendance absolue à un monde capable de soutenir une telle extravagance. Autrement dit, l'immunité contre la prédation a été achetée au prix d'une existence coûteuse, lente à construire et écologiquement très exigeante. Argentinosaurus échappait peut-être aux crocs, mais certainement pas aux lois du coup. Peut-être que la chose la plus vertigineuse dans Argentinosaurus n'est pas l'animal seul, mais le fait qu'un monde ait pu l'autoriser. Un monde avec assez de ressources pour nourrir cette masse. Un monde avec assez de stabilité écologique pour permettre l'existence répétée de géants. Un monde où même les prédateurs étaient eux-mêmes gigantesques. Et malgré cela,
peut-être encore pas assez pour faire de l'adulte une proie irrégulière. Dans cette lecture, Argentinosaurus devient presque la preuve vivante que la Patagonie du Crétacé fonctionnait à une échelle au-delà de notre intuition. Tout y semble agrandi, déplacé, poussé trop loin. Les plantes, les proies, les prédateurs, les distances, les coups. Le géant sans prédateur n'est donc pas seulement un triomphe individuel. C'est le produit d'un monde entier qui avait dérivé vers le colossal. Et cela rend sa simple existence presque plus difficile à accepter que l'idée d'un monstre isolé. Il y a une autre manière encore plus intéressante de lire le titre. Peut-être que le véritable point n'est pas qu'Argentinosaurus n'ait jamais eu de prédateur. Peut-être que le vrai point est qu'il approchait une condition très rare, celle où la prédation cesse d'être le principal organisateur de votre vie adulte. Pour la plupart des grands herbivores, même puissants, le risque de prédation continue à structurer le comportement, la vigilance, les déplacements. Chez Argentinosaurus adulte, ce risque devenait peut-être suffisamment faible pour changer la texture même de l'existence. Il restait évidemment d'autres dangers. Maladies, blessures, sécheresse, vieillissement, accidents, raréfaction des ressources. Mais l'idée d'être régulièrement chassé comme proie normale s'éloignait peut-être énormément. Et ça, biologiquement, c'est presque une autre condition de vie. Ce n'est pas l'invincibilité, mais c'est une forme de liberté relative extrêmement rare dans les grands écosystèmes terrestres. Argentinosaurus nous fascine parce qu'il semble franchir une frontière psychologique. Nous savons ce qu'est un grand animal. Nous savons ce qu'est un grand herbivore. Nous savons ce qu'est un écosystème avec prédateurs et proies. Mais Argentinosaurus donne l'impression d'aller plus loin, de transformer la grandeur en statut. Il ne ressemble pas seulement à un animal très grand. Il ressemble à un animal qui oblige le monde autour de lui à se réorganiser. Les arbres, les distances, les prédateurs, les déplacements, la peur elle-même semble devoir changer quand un tel corps entre dans la scène. Et c'est peut-être cela qui le rend inoubliable. Non pas seulement sa masse, mais le fait que cette masse paraît produire une forme de souveraineté organique. Une souveraineté sans griffes, sans venin, sans crocs de chasseurs, simplement obtenue par l'échelle. La réponse, honnête, est donc la suivante. Pas au sens absolu et simpliste. Il serait excessif d'affirmer qu'aucun Argentinosaurus, à aucun âge, dans aucune circonstance, n'a jamais été attaqué par des prédateurs. Ce serait confondre force du titre et rigueur scientifique. Mais il est tout à fait raisonnable de penser qu'un Argentinosaurus adulte pleinement développé était si gigantesque qu'il sortait presque de la gamme des proies habituelles, et qu'il ne devait probablement pas faire l'objet d'une prédation régulière comparable à celle subie par d'autres herbivores. Les jeunes, les vulnérables, les malades, les vieillissants, eux, oui, entraient bien davantage dans la logique normale du risque. Donc, le titre est exagéré, si on le lit littéralement. Mais il touche une vérité plus profonde. Il a peut-être existé, sur Terre, des animaux terrestres si énormes que l'âge adulte leur donnait une forme de quasi-immunité face aux prédateurs. Alors, que savons-nous vraiment ? Nous savons que Argentinosaurus huinculensis était l'un des plus grands animaux terrestres connus, un titanosaure géant du Crétacé supérieur de Patagonie. Nous savons que sa taille était si extrême qu'un adulte complet devait être extraordinairement difficile à attaquer pour n'importe quel grand prédateur terrestre de son environnement. Nous savons aussi qu'il vivait dans un monde où existaient de grands théropodes, ce qui exclut l'idée naïve d'un univers sans carnivores dangereux. Mais nous savons également que la taille change radicalement les calculs écologiques et qu'un adulte pouvait très plausiblement approcher une forme de sécurité que peu d'autres herbivores squikipis terrestres ont jamais connue. Le reste, fréquence réelle des attaques, comportement précis des prédateurs, mode de vie exact des troupeaux, appartient en partie à l'inférence.
Mais cela suffit déjà à comprendre pourquoi Argentinosaurus donne l'impression d'avoir touché la limite supérieure de ce qu'un herbivore terrestre pouvait devenir. Argentinosaurus fascine parce qu'il nous oblige à imaginer quelque chose de très rare. Un herbivore qui, en atteignant l'âge adulte, pouvait peut-être cesser d'être une proie au sens ordinaire. Non pas parce qu'il vivait hors du monde, mais parce qu'il était devenu trop massif, trop coûteux, trop dangereux à attaquer régulièrement. Ce n'est pas une histoire de magie, c'est une histoire d'échelle. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus vertigineux, car si ce titre nous frappe autant, c'est parce qu'il touche un fantasme biologique presque impossible, celui d'un animal terrestre dont la meilleure défense était simplement d'avoir grandi au point de devenir presque inattaquable. Le géant qui n'avait pas de prédateur n'était peut-être pas invincible, mais il était peut-être déjà assez immense pour forcer le reste du monde à vivre autour de lui autrement.